Bonjour à tous, aujourd'hui premier épisode de ma série sur l'intelligence humaine qui va porter sur l'histoire de la mesure de l'intelligence humaine. Je vais partir des premières théories de l'intelligence humaine jusqu'au test d'aujourd'hui et vous verrez à quel point ça a évolué et à quel point ça s'est perfectionné pour qu'on puisse arriver désormais à une mesure précise des capacités cognitives des individus et aussi des groupes. Et ça me paraît important de faire un retour historique sur ce sujet, mais comme sur tous les sujets finalement, j'ai personnellement la conviction que chaque idée naît d'abord d'une intuition. Et pour le coup, l'idée de la mesure de l'intelligence et donc le concept du QI est né d'abord d'intuition et ensuite tout s'est perfectionné au fil du temps. Pour remonter aux premières théories sur l'intelligence humaine, il faut aller jusqu'à Platon et Aristote. Ils ont théorisé l'intelligence en la mettant en lien avec la logique, la mémoire et la capacité de raisonnement. Je pense qu'on pourrait aller encore plus loin, mais au risque de faire un épisode ennuyeux, je vais commencer par eux. Et c'est dans La République qu'ils développent ce concept. Ils considéraient qu'il y avait des gens qui naissaient avec des capacités intellectuelles supérieures et qui devaient diriger la société, ce qu'on appelle les philosophes rois. Et Aristote, par la suite, est allé un peu plus loin en distinguant plusieurs formes d'intellect. L'intellect actif, c'est la capacité à réfléchir de manière abstraite, et l'intellect passif. Ça, c'est simplement la capacité à absorber des informations. Et même si Platon considérait que chaque homme avait besoin d'éducation, il distinguait malgré tout une élite qui, elle seule, pouvait devenir philosophe roi. Et dans la Grèce antique, l'idée selon laquelle des individus naissent avec des capacités supérieures était largement acceptée. Et la société de l'époque était très hiérarchisée. Donc finalement, ça fait complètement sens. Souvent, on pense que les philosophes post-socratiques, dont font partie Platon et Aristote, marquent une rupture dans la société de la Grèce antique, pas forcément sur tous les points, en tout cas pas sur celui-ci. Et c'est pas seulement en Occident qu'on a développé des théories sur l'intelligence, c'est également en Chine avec Confucius. Lui et ses disciples développaient le concept de l'intelligence plutôt autour de la sagesse et de la pensée morale. Et en revanche, il n'y avait pas de concept d'intelligence innée. En Chine, tout individu peut acquérir une intelligence supérieure. Et c'est là qu'on voit la différence avec l'Occident, c'est qu'en Chine, cette façon de penser a permis de développer un certain système de méritocratie et également de mise en concurrence de tous les individus pour le bien-être collectif. J'en veux pour preuve que le pays est assez connu pour ses tests d'entrée aux universités, notamment le Gaokao, qui est passé par plus de 10 millions de candidats. Et ce test est corrélé de 0,5 à 0,7 au quotient intellectuel. Ça n'a pas toujours eu ce nom, mais ce genre de test existe depuis plus de 2000 ans. En Europe, on a mis en place ce système du baccalauréat, mais alors il n'y a pas que le baccalauréat, hein, il y a aussi le même genre de sélection dans d'autres pays européens, uniquement à partir du 19e siècle. Ce qui veut dire qu'ils avaient plus ou moins 2500 ans d'avance sur nous. On voit une vraie rupture entre le modèle chinois et le modèle occidental, puisque d'un côté, on a l'idée que l'intelligence puisse être innée, alors que de l'autre, on considère que chaque individu est capable de développer des capacités cognitives intéressantes pour les mettre en place et les appliquer dans la société et la rendre meilleure. La Chine a un modèle beaucoup plus collectif que l'Occident, en tout cas la Grèce antique en l'occurrence, qui a un modèle plus individualiste. Par la suite, d'autres théories se sont développées, mais toujours autour des mêmes questions. Ce qu'on remarque et ce qu'elles ont en commun, c'est qu'à chaque fois, on distingue l'intelligence acquise d'une intelligence innée et également l'impact environnemental de l'éducation notamment et l'impact génétique. On a Rousseau, par exemple, qui dans Émile ou de l'éducation prend une position environnementaliste. Il considère que l'homme naît bon et que c'est l'environnement qui le transforme. Et donc, l'intelligence, elle aussi, se développe par l'expérience. À l'opposé de Rousseau, on a Hobbes, qui soutient dans le Léviathan que les capacités cognitives sont en grande partie innées, que les individus naissent avec des talents intellectuels très différents et rejettent une inégalité naturelle. Pour la faire assez courte, hein, on peut dire que les philosophes empiristes soutiennent des théories environnementalistes de l'intelligence, c'est-à-dire qu'ils considèrent que l'intelligence se construit avec l'apprentissage, le développement de l'éducation, chez chaque individu, en opposition aux philosophes pessimistes, comme Schopenhauer ou Hobbes, qui eux développent des théories de l'intelligence portées sur l'héritabilité. Je viens de faire un rapide tour de toutes les théories de l'intelligence qui ont été développées par des philosophes dans le passé, mais on n'en est pas encore aux premières mesures de l'intelligence humaine.
Je viens de faire un tour d'horizon de toutes les pensées philosophiques autour de l'intelligence, mais elles restent seulement des théories, et on n'en est pas encore aux premières mesures de l'intelligence humaine. Pour les avoir, il faut remonter jusqu'à Francis Galton, qui, lui, est le premier à avoir tenté de mesurer l'intelligence de manière systémique. Donc, il s'est inspiré de la théorie de l'évolution de Charles Darwin, qui était d'ailleurs son cousin, en voulant montrer que l'intelligence est héréditaire et aussi qu'elle suit une distribution normale dans la population. Il a montré qu'un phénomène aléatoire peut conduire à une distribution prévisible et régulière, et que c'est le cas pour l'intelligence. En tout cas, c'était sa théorie, et derrière, elle a été validée. Pour l'illustrer, il a mis en place un dispositif qui s'appelle la boîte de Galton, qui fonctionne avec des billes. Vous placez un entonnoir en haut, des colonnes en bas, et plein de petits clous distribués à la manière d'un triangle. Et lorsque vous versez les billes vers le sommet de ce triangle, on remarque que de façon aléatoire, les billes vont d'abord se ranger sur la première colonne et ensuite sur les autres colonnes. Et c'est ce qu'on appelle une courbe de Gauss. Ce qu'on constate dans une distribution normale, c'est que la majorité des billes vont d'abord dans la colonne du milieu et ensuite, de façon linéaire, elles vont se distribuer dans les autres colonnes. Et donc, on aura des résultats qui vont être concentrés vers un pic, puis ensuite étendus de façon linéaire vers les extrémités. En d'autres termes, on a une médiane au milieu, un écart-type d'un côté et de l'autre, et c'est entre ces deux écarts-types que la majorité des résultats vont se concentrer. Et plus on s'éloigne des écarts-types, plus les résultats deviennent rares, jusqu'à ce qu'ils deviennent une extrémité statistique lorsqu'ils sont au bout d'un côté ou de l'autre de la courbe de Gauss. Le rapport entre la courbe de Gauss et l'intelligence humaine, c'est qu'aujourd'hui, ça a pu être validé scientifiquement, que la distribution du QI d'une population donnée est représentée par une courbe de Gauss. Dans son livre Hérédité du génie, qu'il a publié en 1869, il compile un ensemble de données sur les généalogies des scientifiques, artistes et dirigeants, pour prouver que les traits intellectuels sont en grande partie déterminés par la génétique. Il s'est surtout intéressé à la famille de Charles Darwin, dont il faisait partie, et pour mesurer l'intelligence, il s'est appuyé sur des capacités sensorielles et motrices, notamment le temps de réaction, l'acuité visuelle et auditive. Il pensait que des réflexes rapides, c'était lié à une intelligence supérieure. Pour lui, l'intelligence, ça reposait surtout sur la rapidité de l'influx nerveux. Avec ça, il a aussi mis en place des questionnaires. Il a interrogé des familles britanniques à succès, qui avaient un succès professionnel, pour essayer de comprendre à quel point le succès de la famille pouvait conjuguer le succès des enfants, et par là prouver une forme d'héritabilité de l'intelligence. Malheureusement pour lui, il a trouvé une grande variabilité des performances parmi les sujets, et les corrélations qu'il a tenté d'établir étaient assez faibles. Il n'a pas trouvé de lien clair finalement entre la réussite intellectuelle et sociale. Finalement, ce qu'on peut garder de son travail aujourd'hui en 2025, c'est simplement le fait que l'intelligence suit une courbe de Gauss et une distribution normale dans la population. On peut ajouter à ça le fait qu'il a introduit la corrélation et la régression linéaire. C'est aujourd'hui des concepts qui sont essentiels à la fois en psychologie et en sciences sociales. Et ces deux mesures servent à montrer le lien qui existe entre deux phénomènes indépendants entre eux. La régression linéaire, ça permet de le représenter sur un tableau, alors que la corrélation, ça permet d'identifier que lorsqu'une variable augmente, l'autre également a tendance à augmenter dans le cas de la corrélation positive. Et au contraire, lorsqu'une variable diminue, l'autre aura tendance également à diminuer, et ça, ce sera une corrélation négative. Tout ce travail a permis de développer l'approche quantitative de l'intelligence et aussi de poser les bases de l'idée que l'intelligence pouvait être mesurée scientifiquement, en ouvrant la voie aux tests modernes de QI qui ont été développés par Alfred Binet. Peut-être que vous avez déjà entendu son nom parce qu'il est plus connu en France que peut l'être Galton. Tout d'abord parce que il est français, Alfred Binet. Et il a développé les premiers tests de QI et souvent, on entend dire que les tests de QI sont une mesure du retard mental. Et ça vient de là. À l'époque, c'était au début du XXe siècle, le gouvernement français cherchait à identifier les élèves en difficulté scolaire afin de leur offrir un enseignement plus adapté. Vu qu'il n'existait pas de méthode objective pour mesurer les capacités cognitives des élèves, Alfred Binet et Théodore Simon ont été chargés d'en créer un. Et c'est en 1904 qu'ils ont développé les premiers tests qu'on appelle Binet-Simon. Ils ont été publiés en 1905 et on les a utilisés pour définir l'âge mental des élèves. Donc quand on dit qu'un enfant a 8 ans d'âge mental, on considère qu'il a un âge mental moyen que devrait avoir un enfant de 8 ans.
Et ces tests s'arrêtent à 16 ans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir plus de 16 ans d'âge mental. C'est des tests qui ont été définis pour les enfants. Aujourd'hui, on considère que ce sont les premiers tests de QI parce que, effectivement, ce sont les premières mesures objectives de l'intelligence, mais on ne parlait pas vraiment de QI. C'est uniquement en 1912 qu'on a développé ce concept avec William Stern, qui a repris en main les travaux de Binet et Simon en faisant un rapport entre l'âge mental et l'âge chronologique. Pour obtenir un QI, il faut faire simplement, on calcule l'âge mental, on le divise par l'âge chronologique et on fait fois 100. Pour vous donner un exemple et pour que ce soit plus visuel, si un enfant de 10 ans obtient un score qui correspond à une performance d'un enfant de 12 ans, il a un QI de 120. Parce qu'on fait 12 divisé par 10 fois 100, donc ça fait 120. Et à l'inverse, si il avait un score d'un enfant de 8 ans, il aurait un QI de 80. Mais il ne s'est pas arrêté là, il a également apporté autre chose au test Binet-Simon. Il a permis de leur donner une mesure quantitative standardisée, ce qui n'était pas encore le cas à l'époque. Grâce à cette standardisation, on peut plus facilement comparer les résultats entre différents enfants. Avec un score de QI plutôt qu'avec un âge mental, on a une vision précise. Parce qu'avant, avec l'âge mental, on pouvait simplement dire qu'un enfant de 10 ans qui avait un âge mental d'un enfant de 12 ans, il était en avance. Mais on n'avait pas de données statistiques comme Stern a pu en apporter. En parallèle à Binet, Spearman, un psychologue britannique, lui aussi en 1904 a développé une théorie de l'intelligence qui repose sur le facteur G. Ce qu'il définit par facteur G, c'est une capacité cognitive générale sous-jacente qui influence la performance de tous les types de tâches intellectuelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement qu'une personne qui a un facteur G élevé aura de bonnes performances dans toutes les activités intellectuelles. Mais chaque tâche comporte aussi une part de compétences spécifiques. Et ça, c'est ce qu'on appelle le facteur S. Et aujourd'hui, lorsqu'on passe un test de QI, on peut dire qu'on passe un test de facteur G. Les tests de QI sont grandement corrélés au facteur G. Généralement, ce n'est pas le cas de tous les tests. Ce qu'on essaye de mesurer dans un test de QI, c'est le facteur G de l'intelligence. Ce facteur que vous avez qui va définir votre capacité à performer dans tous les sous-tests d'intelligence. En fait, pour observer ça, il a analysé simplement les résultats scolaires des élèves. Il a remarqué qu'il y avait une corrélation systématique entre leur performance dans différentes matières et il en a conclu qu'il y avait quelque chose de commun à tout ça. Que finalement, même si certaines matières comme les mathématiques, la géographie, l'art plastique sont très différentes, si un élève a des bons résultats partout et que c'est quelque chose qu'on observe assez souvent, ça veut dire qu'il y a quelque chose de commun à tout ça. Peut-être que cet élève est doué, qu'il va être doué partout. À partir de cette hypothèse, il a développé des tests psychométriques de l'intelligence et il a remarqué qu'une personne qui réussissait bien à un test de raisonnement logique, il avait souvent aussi de bons résultats dans des tests verbaux ou spatiaux. Plus récemment, on a réétudié la question avec des moyens modernes, notamment grâce à des recherches en neuroimagerie. Et on peut montrer que le facteur G est bien corrélé à l'activité du cortex préfrontal. Donc c'est la région clé pour la mémoire de travail et le raisonnement. Au passage, on ne sait toujours pas ce qu'est l'origine de l'intelligence. On ne sait pas d'où elle vient, ça reste un mystère scientifique. Néanmoins, on a quelques hypothèses. Et la théorie de l'intégration fronto-pariétale, qu'on appelle PFIT, est celle qui s'intègre le mieux au concept du facteur G. Alors, je vous mets en référence une étude de Glasher et Hall, publiée en 2010, qui démontre que le cerveau utilise deux types d'apprentissage distincts. Donc, pour prendre des décisions, il y en a un qui est basé sur l'expérience directe des récompenses et l'autre sur une représentation mentale des situations. Donc, je vous invite à la lire. C'est un peu compliqué, honnêtement, c'est des études en neurosciences, donc je ne vais pas trop m'aventurer là-dedans. Néanmoins, voilà, vous avez le titre, hein, et puis vous pouvez la trouver en PDF, quoi. Je sais qu'il y a des sites pour trouver les études gratuitement en PDF. Voilà, si vous avez le lien, n'hésitez pas. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le QI, il est intimement corrélé au facteur G. Et il ne s'agit plus simplement d'une mesure de l'âge mental et donc du retard mental. C'est quelque chose de beaucoup plus développé qui peut être à la fois utilisé pour mesurer les capacités cognitives des enfants et également de celles des adultes. Et la première utilisation à grande échelle sur une population donnée des tests de QI, ça a été aux États-Unis et plus précisément dans l'armée américaine. Lors de la Première Guerre mondiale, donc les États-Unis ont cherché à recruter et organiser efficacement une grande armée et pour faire ça, ils ont créé des tests psychométriques qui ont été développés pour évaluer les recrues. À l'époque, ce n'était pas Spearman qui a développé ces tests, c'est un autre chercheur qui s'appelle Robert Yerkes, qui est un psychologue qui a été grandement influencé par les travaux de son homologue Spearman. Et donc, il a développé à la fois le test Army Alpha,
donc pour mesurer les capacités verbales, et le test Army Beta. Donc ça, cette fois-ci, c'est pour les recrues analphabètes ou celles ayant une faible maîtrise de l'anglais. Ça peut être des personnes fraîchement immigrées, par exemple. Pour le test alpha, on avait des questions de logique, de raisonnement finalement plutôt basiques. Par exemple, le feu est chaud, donc la glace est, et là il fallait répondre, froide. Et on évaluait alors à la fois les réponses, mais aussi la rapidité de réponse aux questions. C'était un test de QI assez primaire par rapport à ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Et pour ce qui est du test bêta, là on parle plutôt de complétion d'images ou de série logique de figures. Ce test, il a permis à la fois d'organiser les armées, mais aussi d'exclure les candidats qui les rataient. Les candidats qui ont des scores de QI en dessous du 10e percentile de la population, donc c'est-à-dire un QI inférieur à 83, sont d'office rejetés de l'armée américaine. Ils ne peuvent pas suivre le processus de recrutement. Et ça, c'est quelque chose qui est inscrit dans la loi américaine encore aujourd'hui. Même si on doit apporter quelques nuances, il ne s'agit pas d'une mesure pleinement bienveillante de l'armée américaine. Loin de là, c'est simplement que on n'a pas envie de faire de chair à canon inutile. Mais il y a eu des exceptions, par exemple avec le projet 100 000, initié en 1966, donc pour la guerre du Vietnam, dans lequel on visait plutôt l'inverse, c'est-à-dire recruter des personnes qui étaient inférieures aux standards habituels. Et pour certains, ça a été une mesure eugéniste. Justement, on se servait de ces tests de QI, on se servait des personnes qui les avaient ratés pour les envoyer au front et se débarrasser d'eux. Bon, ça reste des théories du complot, je ne vais pas prendre position là-dessus, mais tout ça pour dire que même si on pourrait penser que la loi américaine protège les personnes qui ne sont pas dotées cognitivement, ce n'est pas forcément le cas. En cas d'urgence, bon bah c'est les États-Unis, ils n'auront pas peur de déployer des mesures pour recruter des personnes qui ne réussissent pas les tests de QI. Et ces tests ont continué de se démocratiser. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, on avait des tests militaires beaucoup plus développés qui étaient davantage corrélés au facteur G et qui permettaient d'évaluer des aptitudes plutôt générales, ce qui n'était pas forcément le cas avec les premiers tests. Aujourd'hui, le test militaire qu'utilise encore l'armée américaine, c'est un test standardisé qui s'appelle le GATB. General Aptitude Test Battery, qui permet d'évaluer les capacités cognitives de la population américaine. Bien sûr, entre-temps, il a été revisité. Désormais, on l'appelle l'Ability Profiler. Et j'ai mentionné l'exemple de l'armée américaine parce qu'elle a été précurseur dans la diffusion de tests de QI à grande échelle. Mais c'est une tendance qui s'est développée dans toutes les États-Unis par la suite. Mais c'est surtout au début des années 40 que les tests de QI se sont démocratisés, puisqu'on a eu l'apparition des tests de QI de Wechsler. Donc le premier, c'était les tests Wechsler-Bellevue Scale de mémoire. Mais bon, cette dénomination n'a pas duré très longtemps. On est rapidement passé au WAIS, qui est encore utilisé aujourd'hui. Il faut bien se dire qu'à l'époque, on n'avait pas d'alternative vraiment fiable aux tests de Binet-Simon. Et les questions qui étaient posées sur ces tests n'étaient pas forcément adaptées aux adultes. Donc les tests de Wechsler ont vraiment été une réelle révolution et c'est à partir de ces tests-là qu'on a pu communément faire passer des tests de QI à de grands nombres de personnes et dans des contextes bien différents pour des objectifs bien spécifiques. Vous vous souvenez qu'on avait parlé de la courbe de distribution normale du QI? Eh bien justement, c'est Galton qui a inventé le concept de la distribution normale, mais c'est Wechsler qui a associé le QI à ce concept-là. Et les tests qu'il a mis en place sont beaucoup plus complexes. Ils sont déjà beaucoup plus longs que les tests Stanford-Binet. Et ils introduisent une approche multidimensionnelle de la mesure de l'intelligence, en incluant à la fois des tests verbaux et non verbaux, ou de performance. Ce qui permet de mesurer des facultés variées et ce qui se rapproche davantage du facteur G qu'on essayait d'identifier par ailleurs. On a d'abord eu le test Wechsler-Bellevue Scale, puis ensuite le WAIS en 1955. Et aujourd'hui, on en est à la 4e révision de ce test. Et à chaque révision, on le peaufine en apportant davantage d'éléments. On l'ajuste et il est davantage corrélé au facteur G à chaque fois qu'on apporte des ajustements. Aussi, il y a une prise en compte des biais culturels. C'est-à-dire que ce test, déjà, il peut être réalisé par des analphabètes ou des illettrés. Et également, il est traduit dans différentes langues, ce qui permet à un maximum de personnes de le passer. Et à chaque révision, on essaie d'améliorer ces choses-là pour éviter d'avoir des biais. Parce que oui, effectivement, on pourrait se douter qu'il y a des biais lorsqu'on passe des tests de QI, mais il faut garder à l'esprit que les chercheurs le savent et que eux aussi essayent d'avoir des tests de QI les plus précis possibles. Ils vont faire un maximum d'efforts, en tout cas s'ils sont de bonne foi, pour les améliorer et gommer au fil du temps ces biais. Alors, ce sera jamais parfait, mais aujourd'hui, on est quand même à la 4e révision de ce test
Et comme on l'a vu, les tests de QI, ça existe depuis maintenant environ 100 ans. Donc il faut bien garder à l'esprit que ça fait 100 ans qu'on les améliore continuellement. Et qu'il y a plusieurs générations de chercheurs qui se sont concentrés sur ces travaux afin de développer des mesures des capacités cognitives beaucoup plus précises qu'on a pu le faire par le passé. Je ne vais pas faire l'historique de toutes les mises à jour du test parce qu'il y en a énormément et ce serait pas intéressant. J'ai juste me concentrer sur celle de 2008 parce que c'est les dernières en date. On a cette année-là fait une révision des sous-tests. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait à chaque révision du test. C'est logique finalement. Mais pourquoi on fait cette révision? C'est simplement parce qu'il y a des avancées en psychologie cognitive et psychométrie, et donc on considère que par rapport à ces avancées, il faut mettre à jour le test. Alors il n'y a pas que des modifications, il y a aussi l'ajout de nouveaux sous-tests, comme des matrices et la séquence de chiffres. Donc ça permet d'évaluer les capacités de raisonnement perceptif et surtout la mémoire de travail, qui était déjà évaluée par le passé. Mais comme j'ai dit, c'est évalué désormais avec des outils de mesure beaucoup plus précis. Et cette évolution, elle a introduit également un concept phare de l'intelligence humaine. C'est la théorie de Cattell-Horn-Carroll, qui consiste à diviser l'intelligence entre intelligence fluide et cristallisée. Bon, c'est pas eux, parce que c'est 3 chercheurs qui, ont inventé ces concepts-là, mais ils ont développé une théorie autour de ce concept. Ce modèle, il porte le nom de 3 chercheurs, dont Raymond Cattell. Et c'est Raymond Cattell le premier à avoir défini l'intelligence fluide, GF, et l'intelligence cristallisée, GC. Donc pourquoi GF et GC? G pour facteur G. C'est finalement des dérivés spécifiques de l'intelligence générale, le facteur G, qui ont été divisés en 2 parties, fluide et cristallisée. Plus tard, c'est John Horn en 1965 qui a développé et élargi ce modèle en ajoutant d'autres capacités cognitives. Mais lui, contrairement à Raymond Cattell, il a remis en question l'idée d'un facteur G unique. Il suggère que l'intelligence est multidimensionnelle. Selon lui, l'intelligence ne peut pas être réduite à une capacité globale. Bon, aujourd'hui, c'est une idée qui ne fait plus consensus. On a démontré que non, l'intelligence s'inscrit dans un facteur G, facteur général, comme l'avait démontré par le passé Spearman. Et c'est assez normal qu'il ait remis en question ce concept à son époque, puisqu'il y avait la théorie des intelligences multiples développée par Howard Gardner, qui était assez en vogue, mais qui finalement est tombée en désuétude. Mais d'ailleurs, je crois que lui-même a confirmé qu'elle n'était pas valide. Et d'ailleurs, Carroll, le dernier nom de la théorie, en 1993, lui a introduit une approche hiérarchique de l'intelligence basée sur 3 niveaux. Donc en intégrant l'idée d'un facteur G en plus des intelligences spécifiques. Au total, c'est 10 grandes aptitudes spécifiques qui sont mesurées. Donc dedans, il y a l'intelligence fluide, intelligence cristallisée, mais aussi la mémoire de travail, la vitesse de traitement et la perception visuelle et auditive. Ces 10 aptitudes spécifiques sont mesurées, mais avec un niveau inférieur, dans lequel il détaille encore plus les compétences de façon précise et spécifique, comme la reconnaissance des formes ou le raisonnement mathématique. Et finalement, ce modèle, c'est l'aboutissement des travaux de ses prédécesseurs, puisqu'il intègre à la fois une vision hiérarchique de l'intelligence, mais également multifactorielle, ce qui en fait l'un des cadres les plus influents de la psychométrie moderne. D'ailleurs, John Carroll a effectué un travail assez titanesque, puisqu'il s'est basé sur une méta-analyse de plus de 450 études psychométriques pour obtenir ce genre d'observation. On voit par là que le QI s'inscrit dans une continuité, c'est pas quelque chose de fixe. Certes, au départ, il a servi à détecter l'âge mental des enfants, et ensuite il a évolué, il s'est étendu à une population beaucoup plus vaste, à des adultes comme à des enfants, mais aussi à travers le monde entier, pour mesurer les capacités cognitives. Et cet indicateur, il montre bien qu'on considère que le QI est quelque chose qui évolue avec son temps. Ce que je veux dire par là, c'est que déjà, on a les tests WAIS qui sont régulièrement revus et mis à jour. Et d'un autre côté, la théorie la plus en vogue aujourd'hui sur l'apparition de l'intelligence humaine, c'est la théorie qui reprend des travaux qui ont commencé dans les années 40 pour se terminer dans les années 90. Et en faisant une méta-analyse de 461 études sur plus de 70 ans de recherche. Les tests de QI qu'on a aujourd'hui, les derniers à avoir été mis à jour, sont le fruit d'un travail de plus de 70 ans par des dizaines et des dizaines de chercheurs, que j'ai évidemment pas tous cités, à travers le monde entier et diverses universités. C'est dire le sérieux de ces tests de capacité cognitive. Et aujourd'hui, les tests de QI, parce qu'on a le QI, mais on a aussi d'autres mesures de l'intelligence, sont les tests les plus fiables. Mais ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos.
Ici, on va vraiment rester sur la stricte histoire des mesures de l'intelligence humaine. Tout ça pour dire que souvent, le QI, c'est quelque chose qui est décrédibilisé. On a tendance à l'associer à des choses négatives. Il y en a même qui viennent à dire que c'est quelque chose qui sert uniquement à de l'eugénisme. D'autres qui considèrent que ça se contente à une simple mesure de l'âge mental, mais pas vraiment. Ça a pu être le cas à une époque, ça peut être le cas dans certains contextes. Or, aujourd'hui, passer un test de QI, c'est quelque chose d'intéressant à la fois sur le plan individuel et également sur le plan collectif. Et ces tests nous apprennent beaucoup de choses sur nous-mêmes, sur les sociétés, sur les populations. Et c'est pour ça que j'estime que c'est très important de devoir en parler. Parce que c'est un aspect qui est complètement négligé de la sociologie. Il est surtout complètement négligé de la sociologie en France. Alors certes, il est lui-même sujet à discussion aux États-Unis, et tout le monde ne l'accepte pas tel qu'il est. Mais on trouve énormément de corrélations très importantes entre le QI et beaucoup d'aspects de la sociologie. Ça peut aller des plus évidents, entre QI et réussite scolaire ou réussite professionnelle, mais il y en a aussi des moins évidents qui sont importants à notifier. Par exemple, il y a une corrélation négative entre QI et divorce. C'est-à-dire que moins on a un QI élevé, plus on aura tendance à divorcer. Et on peut expliquer ça par le fait que généralement les personnes qui ont un haut QI ont tendance à se projeter à long terme. Et le divorce, finalement, c'est la preuve que l'on n'a pas été capable de se projeter à long terme. Alors bien sûr, je parle de façon générale. Je ne dis pas que systématiquement, quelqu'un qui divorce a un bas QI. C'est pas ça que je dis. Non, non. Ce que je dis, c'est qu'en moyenne, il y a des observations et il y a des corrélations qu'on peut associer au QI et qui ont été démontrées. Et c'est pour ça aussi que le QI, c'est un test sérieux. Vous remarquerez que je n'ai pas parlé d'intelligence. J'ai expliqué que on a tenté de développer des théories sur l'intelligence. J'ai également expliqué qu'on a tenté de mesurer les capacités cognitives, mais le QI, ce n'est pas une mesure de l'intelligence. Le QI, c'est une mesure du quotient intellectuel, et c'est tout. Alors, ça n'a pas non plus rien à voir avec l'intelligence, ce n'est pas ce que j'ai dit, et ce serait faux de l'expliquer comme ça, mais aujourd'hui, il n'y a pas de consensus scientifique sur le terme intelligence, on n'a pas de définition précise, parce que c'est quelque chose qui est encore sujet à débat. C'est avant tout sujet à débat parce qu'il y a des différences culturelles et que l'intelligence n'est pas définie de la même façon partout dans le monde. En revanche, on a identifié un facteur G, il est commun à toute l'espèce humaine, et ce facteur G est intimement corrélé au QI. Et les tests de QI ont été créés dans l'objectif de mesurer ce facteur G. Le facteur G a une incidence sur tous les sous-tests de l'intelligence, tous les sous-tests du QI, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à être corrélés entre eux. Alors évidemment, il y a des exceptions, il se peut qu'un individu ait une intelligence plus développée que les autres, mais de façon générale, ces intelligences sont corrélées entre elles. Alors maintenant, je vais continuer ma démonstration et un peu vous mettre dans la peau de quelqu'un qui passe un test de QI, pour que vous compreniez exactement de quoi il s'agit et de quoi il en retourne. On va dire que vous passiez un test WAIS 4, donc le plus récent, hein, celui qu'on a étudié tout à l'heure. Comment ça se passe? Vous avez un psychologue en face de vous, il a un carnet et un chronomètre en main, et il vous fait passer une série de tests. Donc le premier, généralement, c'est la compréhension verbale, le ICV. Est-ce que vous êtes bon avec les mots? Est-ce que vous arrivez à les manipuler et à communiquer facilement? Et on peut vous poser des questions qui n'ont rien à voir entre elles. Par exemple, que signifie tel mot? Ou quel est le lien entre un oiseau et un avion? En quoi sont-ils similaires? Il n'y aura pas de réponse juste ou fausse, on va évaluer plutôt la façon dont vous répondez et la rapidité avec laquelle vous répondez. Ensuite, on va vous faire des tests avec des images. Est-ce que vous réfléchissez vite avec des images et des formes? Donc ça va être par exemple faire une suite logique, des espèces de puzzles, compléter des figures. C'est ce qu'on appelle le raisonnement perceptif. Après ça, on va évaluer votre mémoire de travail, et là, il s'agit de savoir si vous arrivez à garder des infos en tête et à les manipuler. Ça va être par exemple des séries de chiffres. Donc vous devriez du coup les retenir dans un sens, dans l'autre, dans le désordre. Ça peut être simple au début, mais ça devient un peu plus complexe. Il faut savoir aussi que c'est un test assez long, hein. Donc il faut rester concentré et focus, hein, tout le long du test. Ce qui peut devenir assez fatigant, mais de toute façon, quand vous avez fini cette partie, vous êtes aux trois quarts, il vous reste la vitesse de traitement. Est-ce que votre cerveau carbure vite? Donc là, on va vous donner des feuilles remplies de symboles et vous devez les associer, donc les chiffres et les lettres, assez rapidement. C'est une course contre la montre. Plus vous êtes rapide, mieux c'est. Et à la fin, vous obtenez un score. Alors, le score, il est établi sur une norme, sur un échantillon d'une population. La valeur médiane de la population est de 100, avec un écart type de 15, donc un score entre 85 et 115. Ce qui veut dire que au-delà de 130, on parle de HPI.
Et ça, c'est un truc qu'on vous dit pas souvent. Mais le QI est toujours évalué par rapport à une population. Donc, quand vous avez un score de 115, eh ben, vous avez 115 par rapport à la médiane 100. Ce qui veut dire que vous avez un score supérieur à plus de 82% de la population qui a été testée. Bon, j'ai vulgarisé le test, hein, mais c'est vrai qu'en écoutant, on pourrait se dire qu'il suffit de faire des sudoku et on améliorerait son score de 15 points. C'est beaucoup plus compliqué que ça. On peut évidemment s'entraîner sur des tests de QI en faisant des exercices spécifiques. Donc spécifiques, c'est-à-dire beaucoup plus adaptés aux tests de QI que peut l'être un sudoku, même si un sudoku, à premier abord, on pourrait penser que ça pourrait aider. Mais sur ces entraînements spécifiques, on observe une augmentation sur les résultats des tests de QI de 2 à 5 points sur des semaines assez intensives d'entraînement. Je vous mets à l'écran une étude qui cherche à déterminer si l'entraînement à la mémoire de travail pouvait améliorer l'intelligence fluide. Pour ce qui est de la méthodologie, on a fait passer un entraînement intensif sur la mémoire de travail à l'aide de tâches cognitives spécifiques sur plusieurs semaines. Et ce qu'on remarque, c'est qu'on a une amélioration de l'intelligence fluide chez les participants, mais que ces gains sont assez modérés. Donc ça va de 3 à 5 points et on peut même aller jusqu'à 5 points après 17 à 19 jours d'entraînement. J'ai pas la précision à vous donner, mais j'imagine que plus le QI de départ est bas, plus les augmentations sont élevées ou auront tendance à être élevées. Ça, c'était pour l'entraînement spécifique au test de QI, mais il y a aussi l'éducation. Et une étude qui s'appelle How much does education improve intelligence, ce qui est une méta-analyse, a permis de conclure qu'on peut augmenter le QI de 1 à 5 points grâce à l'éducation. Donc ça ne va pas au-delà et que surtout le rendement est décroissant. Lors des premières années de scolarité, l'impact est assez significatif, mais ensuite les gains diminuent drastiquement. Voilà, je pense avoir fait le tour sur l'histoire du QI et de l'intelligence humaine de façon plus générale. J'ai pas vraiment fait le tour de ce qui s'y a pu se passer en dehors de l'Occident, mais il faut savoir que c'est pas un test qui est uniquement cantonné à l'Occident. Quand je dis Occident, je parle des États-Unis et de l'Europe. En Chine et au Japon, on a pu s'en servir dès les années 30 et ça servait à la sélection des élites et puis aussi pour l'éducation. C'est apparu un peu plus tard en URSS, au Moyen-Orient, en Inde et dans les pays d'Afrique et pour les mêmes raisons. Simplement parce que ça semble intuitif, que c'est intelligent, que c'est pertinent surtout de sélectionner les personnes qui ont les meilleures capacités cognitives pour les postes de pouvoir. Et aussi, les tests de QI, mais plus généralement les tests de mesure de l'intelligence, permettent d'identifier à la fois le potentiel des individus, mais également la qualité de l'enseignement, de l'éducation. Et c'est quelque chose de très important pour qu'un système puisse fonctionner correctement. Et ce qu'on remarque, c'est qu'en Chine, par exemple, même si les tests de QI ne sont pas autant démocratisés qu'aux États-Unis, on utilise des examens qui sont tout à fait semblables aux tests de QI. Jusqu'en 1905, on avait un examen en Chine qui s'appelait le Keju, qui a un examen impérial d'admission à la fonction publique et qui était très difficile à passer. Il n'y avait que 1% des candidats qui étaient admis. Et ça portait exactement sur des questions d'intelligence et de connaissance qui sont à l'identique, ou presque en tout cas, des questions qu'on peut poser sur un test de QI. Et même si en 1905 le test a été aboli, il a été remplacé par un autre qui est seulement beaucoup plus adapté aux évolutions technologiques de la Chine. C'est-à-dire qu'il portait davantage sur des connaissances scientifiques et technologiques qui permettaient de se mettre à jour avec la révolution industrielle. Justement, pour ceux qui connaissent l'histoire, 1905, ça correspond exactement à la date de la défaite de la Chine contre le Japon. Ils ont constaté leur retard technologique et donc pour se mettre à jour, ils ont décidé de s'adapter avec de nouveaux tests. On va s'arrêter là pour cet épisode. De toute façon, j'ai fait à peu près le tour. Je pense qu'il n'y a plus grand-chose à voir, en tout cas sur le sujet de l'histoire de l'intelligence humaine et de sa mesure. Très franchement, si je devais donner mon avis, c'est peut-être l'épisode le moins intéressant que je vais faire. Mais simplement, je pense qu'il faut commencer par là pour aller ensuite plus loin vers des thématiques beaucoup plus contemporaines. De toute façon, je prévois de faire toute une série d'épisodes et je parlerai à la fois des conneries qu'on dit sur le QI, des critiques, mais aussi de l'impact que ça veut avoir sur la société. Je vous garantis en tout cas que ce sera beaucoup plus passionnant que celui-ci, même si j'espère que ça vous a plu. S'il y a des choses d'ailleurs qui vous dérangent dans ma façon de parler, peut-être que j'ai des tics de langage et que je m'en rends pas vraiment compte, peut-être que je parle trop vite, que je m'exprime de façon trop scolaire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'essaierai d'ajuster un peu ça. J'espère également que le son est bon, que le montage est correct, que vous trouviez ça fluide. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime. Je commence sur la plateforme. C'est vrai que c'est un sujet qui ne sera pas promu par l'algorithme, ça je peux le garantir. N'hésitez pas à me soutenir. Un j'aime, ça fera l'affaire, hein. Un abonnement, c'est encore mieux. Mais déjà, simplement le fait d'avoir regardé, c'est très sympathique de votre part. Et n'hésitez pas si vous avez aussi des idées de thèmes à aborder. Je lirai les commentaires et j'y répondrai. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.